Révolution informationnelle, nouvelles technologies, mutations, réseaux sociaux, etc. Vous connaissez le contexte. Jamais dans son histoire, le monde médiatique n'a été à ce point bousculé. Et par ailleurs, jamais les journalistes, il en reste, ne se sont à ce point interrogés sur eux-mêmes et le sens de leur travail. D'où les grandes interrogations sur l'avenir même des médias et singulièrement de la presse écrite. Quelques milliardaires désormais possèdent environ 90% des ventes des quotidiens nationaux. Tu me reprends Fabien si je me trompe un peu dans les chiffres, mais 60% des audiences télé, des chaînes d'infos, etc. 20% de celles des radios. Une mutation considérable. Ma première question, elle est simple, c'est doit-on parler de concentration désormais et de fait, une sorte de menace, qui n'est pas qu'une sorte d'ailleurs, sur le pluralisme. Je rappelle, ici, on est aux Amis de l'Humain. Ça a été fondé il y a bientôt 30 ans, en 1996, pour soutenir le journal fondé par Jean Jaurès, évidemment, mais aussi pour la bataille du pluralisme, déjà à l'époque. Moi, j'ai l'impression qu'on peut se dire aujourd'hui, vu le contexte médiatique, la concentration, les milliardaires qui frayent avec l'extrême droite, autant commencer dans le vif, que c'est plus seulement une bataille pour le pluralisme, mais aussi une bataille pour la démocratie. Tu veux que je démarre? Je crois que oui, c'est ça. Non, moi, alors la question... Un, deux. J'aime beaucoup faire un 2. Non, est-ce qu'on peut parler de concentration? Non. Est-ce qu'on peut parler d'hyperconcentration? Oui. C'est un mouvement qu'on observe maintenant depuis... en fait, c'est des tendances de long terme, mais je dirais au moins 10 ans. C'est une hyper-concentration qui est non pas inquiétante, mais hyper inquiétante. Alors la concentration, elle se fait de différentes façons, hein. C'est d'abord, en effet, des milliardaires, quelques milliardaires, ils se comptent sur les doigts d'une main, qui contrôlent non seulement la presse, mais 5, 6, bon, je vais les citer de toute façon, mais ils contrôlent la presse, la télévision, la radio et évidemment aussi les réseaux sociaux qui sont un enjeu de cette bataille. On peut les citer, hein, de Martin Bouygues avec TF1, de Dassault au Figaro, de Rodolphe Saadé, Brut, BFM TV, RMC, La Provence, Bernard Arnault, La Tribune, pardon, j'oubliais absolument, Bernard Arnault, Radio Classique, Les Échos, Le Parisien dont on va reparler, j'en suis sûr, par ailleurs actionnaire de Challenge, de l'Opinion, pardon, j'oublie, et puis évidemment Vincent Bolloré, qui contrôle, alors ça c'est l'exemple, enfin pour moi le plus pur, une chaîne de télévision, CNews, une radio, Europe 1, un journal, le JDD, peut-être bientôt un deuxième journal, un quotidien, Le Parisien. Enfin, on voit bien que les médias sont contrôlés par ces milliardaires qui ont comme caractéristique commune, d'abord, premier point, c'est pas leur activité première, hein, leur activité première n'est pas les médias, donc c'est pas des acteurs des médias, ce sont des industriels, mais la caractéristique commune, c'est le conservatisme ou le fait d'être réactionnaire, c'est-à-dire ce sont des gens qui soutiennent la droite radicale et qui mène un combat idéologique. Donc j'ai été très long pour dire oui, il y a une hyper-concentration des médias. Tu veux dire un mot, Fabien? Oui, bon, bonjour à toutes et tous. D'abord, je veux remercier Mathieu d'avoir répondu à notre appel. Je crois que c'est une première pour toi. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le dialogue que l'on peut nouer dans un moment de bascule politique et sociale, où je pense que là aussi on va pouvoir le développer. Mais l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et avant toute victoire politique, il y a une bataille idéologique féroce qui s'organise. Et dans la bataille idéologique, la question des médias, elle est centrale. C'est-à-dire que, évidemment, il y a les réseaux sociaux, la désinformation, les fake news, les vérités alternatives à la Trump, qui se développent aussi largement en France. Mais pour mener leur bataille idéologique, ils s'appuient aussi sur des médias traditionnels dont ils prennent la main, dont ils changent la ligne éditoriale, qu'ils propulsent ensuite, évidemment, à partir des réseaux sociaux. Par exemple,
CNews, c'est 1 million d'auditeurs et d'auditrices par soir, je crois, Pascal Praud. Et c'est en augmentation, Fabien. Et c'est en augmentation, mais c'est aussi propulsé par les réseaux sociaux et certaines séquences extrêmement courtes peuvent se démultiplier, parfois plusieurs millions de vues, pour influencer évidemment la bataille d'opinion. Donc, effectivement, je partage que nous sommes dans cette hyper-concentration des médias. La question que les médias soient détenus par des groupements industriels ou des hyper-riches ou des milliardaires se pose déjà depuis plus d'un siècle. Jean Jaurès a fondé l'humanité en 1904 parce qu'il faisait déjà le constat, à l'époque, que la presse bourgeoise relayait uniquement, évidemment, les idées libérales contre les travailleurs et travailleuses. Il a essayé de racheter d'autres titres, il n'y est pas arrivé, et donc il a fondé l'humanité. Au cours de l'histoire, on a déjà connu des groupements de presse extrêmement puissants, le groupe Persan, etc. Mais là, comme on est dans ce moment de bascule, et qu'en plus, ça se concentre autour de 4-5 acteurs, on a une très grande difficulté, surtout qu'un acteur comme Bolloré est en train, extrêmement puissamment, tu l'as dit, de mener un combat idéologique et avec une rapacité sur le reste. Et je rentre dans le vif du sujet. Imaginons un seul instant que le Parisien, qui n'est pas la ligne éditoriale de l'humanité. D'ailleurs, on a eu un dîner de la presse et des professionnels mardi dernier. On a invité l'ensemble des patrons de presse, des syndicalistes, l'impression, la distribution. J'ai vu, puisqu'il est, y compris le président de notre syndicat professionnel, Pierre Louette, président du Parisien et aussi des Échos, imaginons un seul instant si le Parisien venait à tomber dans les mains de Bolloré. C'est-à-dire qu'il va transformer un quotidien puissant, puisque c'est le Parisien et aujourd'hui en France, qui est un quotidien, je l'ai dit comme ça à Pierre, et il ne l'a pas réfuté, donc je vais le redire ici calmement, plutôt du pouvoir en place. D'ailleurs, il est largement le relais de la politique gouvernementale. Donc évidemment, pour moi, pour nous en sommes évidemment extrêmement loin. Mais le Parisien aujourd'hui participe au pluralisme des idées, au pluralisme des opinions, et donc fait vivre le débat démocratique. S'il venait à tomber dans les mains de Bolloré, donc vous auriez le Parisien aujourd'hui, plus le JDD, plus Europe 1, plus CNews. Mais pesons bien ce qu'il y aurait de grave. Évidemment, il va nettoyer la rédaction comme il l'a fait au JDD et il va en faire un journal. J'ai pas envie de dire de combat parce que c'est pas le nôtre, mais un journal du combat idéologique. 80% de la presse du dimanche serait alors entre ses mains. Puisqu'aujourd'hui, il y a le Parisien, aujourd'hui, le JDD et la Tribune du Dimanche qui appartient évidemment à Rodolphe Saadé, qui a pris peu ou prou la place laissée par le JDD ancienne version. Aujourd'hui, le quotidien du dimanche, je le dis, et je le dis souvent à mes équipes, d'ailleurs c'est une réflexion aussi, peut-être qu'on pourra approfondir, c'est là où se mène l'offensive idéologique. Les grandes questions qui inondent, irradient le débat politico-médiatique du lundi, mardi, mercredi, elles se posent le dimanche. Donc, si vous avez 2 journaux sur les 3 et les 2 plus puissants qui appartiennent au même homme d'extrême droite dans le pays, un an avant l'élection présidentielle, vous imaginez pourquoi il le fait et qu'est-ce que va devenir le non-débat démocratique et évidemment une offensive extrêmement forte pour imposer dans le débat d'idées leur idéologie sécuritaire, raciste, xénophobe, anti-immigré, la dette, bref, faire peser une chape de plomb sur le débat politico-médiatique du lundi, mardi et mercredi. Donc c'est extrêmement grave.
j'ai envie de lancer comme ça, et j'en finis parce que je suis trop long. Moi, je pense qu'on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. Donc, on reparlera. Il faut une loi anti-concentration des médias, évidemment. Mais je pense qu'il faut faire une contre-offre à Bernard Arnault en lui disant qu'il n'est pas possible qu'il vende Le Parisien à Bolloré, ou alors, lui aussi, participe au fait que le débat démocratique va s'extrême droitiser et il en aura une lourde responsabilité. Et je pense que Le Parisien appartient aux Parisiennes et Parisiens, et donc il faut une offensive populaire qui n'est pas la mienne, puisque ce n'est pas mon combat. Mais je participe parce qu'il faut dire non à cette réduction du pluralisme des idées, et de fait qui réduirait la démocratie et qui nous conduirait, je le crois, je le pense, dans le mur. Moi, Non, évidemment que je suis totalement d'accord. Je voudrais juste rebondir pour peut-être expliquer et illustrer. Pardon, alors je disais, il a le savoir-faire, je ne l'ai pas. Mais non, je voulais juste rebondir pour expliquer au fond et illustrer comment fonctionne cette dynamique média, droite radicale, extrême droite, etc. Les médias, c'est un élément essentiel de la bataille culturelle. La bataille culturelle, hein, vous connaissez ça par cœur, on connaît ça par cœur, c'est l'idée que la bataille politique, elle se gagne d'abord par la bataille des idées. C'est la capacité à imposer des thèmes, des opinions, des pensées, etc. Donc contrôler les médias, et c'est leur objectif, c'est une façon d'imposer des thèmes. Et effectivement, tu l'as dit, ils matraquent en permanence sur leurs ondes, dans leurs journaux, sur les antennes, un triptyque en fait, que moi j'appelle les 3 I, immigration, islam, insécurité. Et puis ça matraque, ça matraque, ça matraque. Ils n'ont aucun état d'âme à agir sur les lignes éditoriales des médias qu'ils contrôlent. Il suffit de regarder CNews, hein, qui pour moi est la caricature, enfin et pour nous tous d'ailleurs la plus extrême, de CNews. Alors ça va du changement climatique, donc quand il y a du verglas dans les Yvelines ou en Seine-Saint-Denis, ils vont faire une émission sur c'est le grand refroidissement climatique, il n'y a pas de réchauffement, etc. Ils font une émission qui s'appelle Enquête d'esprit, que tu ne regardes pas et moi non plus, mais où ils nous disent le démon est parmi nous. Ils font une émission sur l'IVG où ils expliquent que c'est la première cause de mortalité, etc. etc. Et donc ils matraquent en permanence. Mais sur la forme, ça c'est le fond, c'est la ligne éditoriale, mais sur la forme, ils ont une organisation extrêmement bien huilée et rodée. Je voudrais juste là expliquer en quelques phrases. Ils ont une collaboration, une coordination entre les médias, leurs médias, qui est absolument extraordinaire d'efficacité, hélas. Donc ça démarre par, en général, des sites sur les réseaux sociaux, un site sur X ou sur Instagram qui va relater un fait divers, évidemment horrible. Ce fait divers va être repris par, en général, un site internet, par exemple Valeurs Actuelles. CNews va enchaîner derrière. Europe 1 reprend la balle, ou l'inverse. D'ailleurs, Europe 1 va enchaîner, CNews reprend. Et ensuite, on va retrouver ça dans le JDD le dimanche. Ça, c'est la mécanique systématique. Mais elle ne s'arrête pas là, cette mécanique, hein. Ils ont ensuite un double mouvement, ce que j'appelle le mouvement centripète, c'est-à-dire que ceux qui sont intervenus dans les médias connexes, qui ont été les premiers à relayer l'information, que ce soit sur X, sur Insta, ou dans des sites jusqu'à présent peu connus, je pense à l'Incorrect, je pense à Frontières ou à d'autres, vont être invités sur les antennes d'Europe 1 ou de CNews pour s'exprimer. Et c'est toute cette génération jeune ou moins jeune que vous voyez tous les jours, à qui ils ont donné une notoriété absolument incroyable, qui sont des racistes et des fascistes, il faut dire ce qui est. Et puis, derrière, vous avez ce que j'appelle le mouvement dans l'autre sens, c'est-à-dire centrifuge. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait venir des pseudo-éditorialistes ou journalistes sur les antennes, qu'ils ont matraqués, vous avez un mouvement dans l'autre sens où tous les médias amis, à eux, je pense, je ne vais pas me faire des amis, c'est pas grave, Le Figaro, Sud Radio, Le Point, reprennent. Et donc, ils ont une capacité à matraquer comme ça qui est incroyable. Je donne 2 autres exemples, là, qui m'ont franchement effrayé au cours des derniers jours. Le premier, c'est l'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis. Évidemment que c'est un assassinat, évidemment qu'il faut le condamner de la manière la plus ferme possible, c'est de la violence politique.
mais quand même. Où est-ce qu'ils étaient quand Melissa Hartman, par exemple, sénateur du, je crois, Minnesota, s'est fait assassiner avec son époux en juin dernier, chez elle, par un type de la droite radicale? Nulle part, il n'y a pas eu la même émotion. Où est-ce qu'ils étaient lorsque, à Buffalo, à New York, en 2022, il y a eu 11 morts afro-américains? Nulle part. Et pourtant, celui qui a commis ces attentats, c'était un théoricien du grand remplacement. Il avait fait tout un truc sur le grand remplacement, etc. Pareil en Nouvelle-Zélande avant. Enfin, je veux dire, cette espèce de matraquage insupportable. Autre exemple, la façon dont ils ont décrit à la fois la manifestation de l'extrême droite anglaise hier et la journée du 10 septembre, bloquons tout. Dans un cas, c'est un échec parce que vous avez 250 000 personnes dans la rue. Dans l'autre cas, c'est un raz-de-marée. Je cite d'ailleurs BFM et CNews parce qu'il y avait 100 000 personnes, dit-on, hier. Bon voilà, je dis juste, on voit bien l'importance de cette bataille-là. Il faut la mener et il ne faut pas se laisser faire. Juste pour relancer, parce que je n'ai pas bien compris. Là, ce sont des mots très inquiétants dans vos deux bouches. Comment on contre Bernard Arnault s'il veut vendre à Bolloré? C'est ma première question, concrètement, parce que vous avez l'air d'accord sur presque une méthode. Et la deuxième question, je reste sur la bataille du dimanche, par une question un peu provocante. Vous êtes tous les deux patrons de presse. Qu'est-ce que vous attendez pour créer quelque chose le dimanche? Alors, au cas où. Ouais, je veux bien commencer. Je vais essayer d'être rapide. Mais... On a le temps. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il y a trois choses à faire. La première, c'est exister, c'est-à-dire de créer des espaces de liberté, d'arriver à les faire tenir, vivre et se développer. C'est évidemment ce que fait l'humanité. Enfin, je parle dans nos médias, hein, c'est évidemment ce que fait l'humanité, c'est ce que font un certain nombre de médias de gauche, c'est ce que nous faisons, nous, à combat, à travers, par exemple, Nova, les Inrecuptibles ou d'ailleurs nos festivals de musique, on y reviendra peut-être, et utiliser aussi ces médias pour s'engager et porter un discours fort. C'est ce qu'on fait. Vous verrez ici, d'ailleurs, ce soir, l'émission La Dernière, grâce à toi, Fabien, avec Guillaume Meurice. Aymeric Lomprey et Pierre-Emmanuel Barré, ben voilà, c'est ça, ils portent un discours fort. Et la première chose à faire, c'est d'être là, de tenir, d'exister et de parler fort. La deuxième, et alors je vais le dire à mon ami Fabien avec beaucoup de force ici, et j'en profite pour faire passer un message. La deuxième, c'est de se coordonner, de travailler ensemble. J'ai décrit tout à l'heure, là, il y a quelques instants, l'incroyable efficacité de la droite radicale dans sa coordination. En fait, ils se parlent, ils travaillent ensemble, et j'ai dit, il y a des espèces de synapses, de réseaux entre eux en permanence. Je vais citer Lénine ici, je pense que je peux le faire, c'est la maladie infantile de la gauche, en tout cas aujourd'hui, c'est ces divisions. Je trouve dommage que, alors même qu'il y a un danger mortel qui est le Rassemblement national aux portes du pouvoir, il faudra qu'on en parle après quand même, on ne soit pas capable, alors même qu'il y a des médias de gauche fantastiques, hein, de Blast, aux médias, enfin, moi je peux tous les citer, on n'arrive pas à plus travailler ensemble et à se coordonner. C'est pour ça que je remercie Fabien et les amis de l'UMA de cette invitation. Je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux que la dernière soit là aussi et que d'ailleurs elle soit diffusée sur le site de l'Humanité. Je pense que tout ce qu'on peut faire et doit faire ensemble, il faut pousser au maximum et il faut réfléchir. Et il faut mettre en place des coopérations, des abonnements communs. Enfin, en tout cas, il faut travailler ensemble. La troisième chose, j'ai dit 3, mais je peux en faire 4 en fait. Donc c'est exister, se coordonner. La troisième chose, c'est se protéger d'une certaine façon. Et se protéger, c'est réfléchir à comment on peut faire évoluer la réglementation pour garantir plus de pluralisme dans ce pays et empêcher qu'effectivement quelques milliardaires contrôlent. En fait, je veux dire, si on regarde le temps d'antenne, mais le temps d'esprit, ils doivent contrôler 90% du temps de cerveau, quoi. Donc il y a là un danger. Donc il faut se protéger et ça, c'est la réglementation. Et donc réfléchir à comment est-ce qu'on peut empêcher, mais par la loi, les concentrations. Et ce qui m'inquiète d'ailleurs, c'est que si la droite radicale l'emporte, on n'est pas prêt de voir cette réglementation mise en place. D'ailleurs, je voudrais dire une autre chose. Je suis
je suis très long, mais on parle de l'hyperconcentration des médias privés. Mais imaginez une seconde que la droite radicale l'emporte, imaginez ce que va devenir le service public de l'audiovisuel. Et évidemment qu'il va basculer. Et ça va se faire par petites touches successives. D'ailleurs, regardez même le débat aujourd'hui, la façon dont ils essayent de l'étouffer et la guerre qu'ils mènent contre le service public audiovisuel. Il suffit qu'il y ait 2 journalistes dits de gauche, qui rencontrent 2 politiques de gauche pour qu'on dise « Ah là là, le service public, c'est terrible ». Est-ce que vous imaginez, vous, les rencontres, les discussions qui existent entre les politiques de la droite radicale et les journalistes et les médias de la droite radicale? Regardez comment Bolloré a poussé à la fois Éric Zemmour ou a poussé Ciotti au moment où il a rallié le Rassemblement national. Enfin, tout ça pour dire que là, il est essentiel qu'on arrive à se protéger. Et enfin, j'arrête là. Le dernier point pour moi, c'est passer à l'offensive. Passer à l'offensive, c'est pas laisser faire un certain nombre de choses et essayer d'agir. Et Le Parisien, c'est un exemple en effet extraordinaire. Le Parisien, je rappelle, comme combat d'ailleurs, c'est un journal qui est né de la résistance et de la guerre. Il s'appelait Le Parisien libéré, précisément parce qu'on a libéré les Parisiens. Il est en train de tomber dans le camp de militants d'extrême droite radicale, il faut quand même le dire. Il faut tout faire pour l'empêcher. Alors comment est-ce qu'on fait? Je ne suis pas sûr que Bernard Arnault t'écoute, toi et moi, enfin, va nous écouter, toi et moi. Pas certain. Donc il faut faire du bruit. Et on peut essayer, bien sûr. De toute façon, il faut toujours essayer. Mais il faut trouver des solutions alternatives et peut-être réfléchir à une grande souscription pour essayer de faire front et de s'opposer à ça. Voilà. Fabien, même question donc comment faire sur la bataille du dimanche. Et il se trouve qu'en plus, toi, tu as une double casquette. Et j'ai bien vu l'appel du pied de Mathieu Pigasse. Oui, sur le ça, législateur. Je lui rappelais, là. Mais oui, tu es sénateur. En plus, tu es rapporteur d'une commission d'enquête au Sénat. Que peuvent faire les politiques, là aussi? Et sur l'appel à la coopération. Merci. Ouais, je vais essayer de répondre sur les 2 aspects. Moi, je pense que comme on est dans un moment de bascule, Mathieu, tu as décrit tout à l'heure ce que l'extrême droite faisait dans les médias, je partage tout à fait. Une coordination offensive, prendre des faits divers pour évidemment l'émotion, puis ensuite demander que la politique soit changée, mener leur combat culturel, bataille idéologique, qui prépare, je le redis, toute victoire politique ne peut pas se mener sans bataille idéologique. Et d'ailleurs, puisque tu l'évoques, il faut aussi qu'on se félicite parfois de quelques thèmes qu'on arrive à imposer dans le débat. Bien sûr. Je crois que sur la taxe Zuckman, sur les hyper riches, les 1800 foyers fiscaux qui devraient contribuer, je pense que nous sommes majoritaires dans le pays, malgré que jour et nuit, sur à peu près le 3/4 des ondes radio et télévisuelles, on explique ici ou là que Gabriel Zuckman n'est pas économiste, qu'il ne comprend rien à l'économie, que si c'est cela, les ultra-riches vont partir. Bref, il y a une bataille féroce et pourtant, je pense que la majorité du peuple est d'accord pour que les ultra-riches contribuent à l'effort aujourd'hui. La deuxième, c'est que, c'est pas pour la gloriole, mais la question des 211 milliards d'aides publiques aux entreprises, on a réussi... avec grand étonnement de ma part, on a réussi à imposer ce chiffre depuis le 8 juillet dernier, une semaine avant que Bayrou promette le sang et les larmes à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses avec 44 milliards d'économies sur le gel des prestations sociales, l'arrêt une année blanche sur les dépenses sociales, les 2 jours fériés, etc., etc. Et on a réussi pourtant à imposer ce chiffre. Là aussi, tous les éditocrates serviles du pouvoir essaient de minimiser la chose, mais même Bayrou a été obligé de revenir plusieurs fois sur ce chiffre pour l'atténuer, mais dire quand même qu'il y avait une question. Donc, on peut arriver à imposer des idées, et sur la question de la transparence, des conditionnalités, etc., etc., je pense que là aussi, on est majoritaire. Vas-y. Ouais, non, juste pour... j'allais dire échanger. Non, je rebondis juste sur ce que tu as dit, avant que tu poursuives, pour dire... Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que lorsqu'on mène
cette bataille, la bataille culturelle, on arrive à imposer nos thèmes. Et non seulement on arrive à imposer nos thèmes, mais on peut défaire leurs thèmes. L'exemple que tu donnes, c'est le meilleur possible. C'est pour ça, Zuckman est ton sujet des aides aux entreprises. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cherché à matraquer, Bayrou le premier, mais tous les médias derrière, de droite, ce thème de la dette, en essayant de créer un effet de sidération et de stupeur pour imposer des mesures d'austérité. La réalité, je suis bien placé pour le dire, c'est des sujets que je connais très bien, il n'y a pas de sujet de dette. Je m'explique, mais évidemment, je vais pas sombrer dans la technique, je dis juste, est-ce qu'il faut contrôler la dette? Bah, oui, bien sûr. Est-ce que pour autant, il y a un sujet de dette et le pronostic vital était engagé, il y a un drame, une faillite? Non, on n'a ni de problème de liquidité, ni de problème de solvabilité. Mais surtout, ce problème, c'est eux qui l'ont créé. C'est là où j'arrive à Zuckman. Je rappelle quand même, il y a 1 000 milliards de dettes en plus depuis Macron, 2017, dont la moitié, 500 milliards sur les 1 000 milliards, viennent des cadeaux fiscaux faits aux riches et aux grandes entreprises. C'est la suppression de l'ISF, c'est la flat tax sur les revenus de capitaux, c'est la baisse de l'IS. 500 milliards de cadeaux fiscaux. Pour quel résultat économique? Ben rien, zéro. Toute la théorie dite de la politique de l'offre, du ruissellement, c'est génial, ça va descendre dans l'économie, zéro. La croissance, rien. D'ailleurs, le peu de croissance qu'on a, elle est injuste. Voilà. Donc effectivement, lorsqu'on mène ce combat, on peut le gagner. Quant à Zuckman, on a réussi à démontrer collectivement, en effet, que oui, ces cadeaux fiscaux, ils sont insupportables. Il y a une explosion des inégalités qui est mais injustifiable, insoutenable. Si on ne la corrige pas, il va se produire un choc. On commence d'ailleurs à en voir les effets. De l'importance, effectivement, de la taxe Zuckman, que je soutiens. Je l'ai dit, je suis pour cette taxe, parce qu'il est indispensable de partager la richesse. Je m'arrête, c'est juste pour dire que ouais, ces combats, il faut les mener. Et quand on les mène, on les gagne. Mais... Moi, au lendemain de la présentation, je vais revenir à ta question, mais l'échange est important. Moi, je pense qu'au lendemain, j'ai écrit le lendemain de l'annonce de Bayrou, j'ai dit Bayrou n'a pas présenté un budget. Il sait qu'il n'ira même pas au vote. Je ne savais pas qu'il allait proposer le 8 septembre, je ne lis pas dans le Marc Café, le 8 septembre, qu'il allait nous faire évidemment le vote de confiance. Mais j'ai dit, il sait qu'il va être censuré même avant d'arriver au Parlement et de préparer. Donc, pourquoi il l'a fait? Il pousse l'avantage dans la bataille idéologique. Il veut ouvrir une fenêtre d'Overton. La dette, la dette, la dette, la dette. Discours de peur. Si, grosso modo, si vous ne me suivez pas, c'est moi ou le chaos. Ça, c'est tout le centre de la bataille politique de Macron. L'extrême centre, se placer au centre. Donc, soit vous êtes avec moi, et il n'y a plus qu'une option, soit vous aurez LFI et les islamo-gauchistes, soit vous aurez les fascistes. C'est ça. Donc, ce qu'il dit, nous, avec nous, bien sûr. Donc, il a poussé l'avantage et il prépare déjà l'après-Macron. Parce que dès le lendemain de cette annonce, Retailleau, Wauquiez et Édouard Philippe, qui se rêvent en président, dit « c'est pas mal ce qu'il a dit. Ils sont dans le même gouvernement. C'est pas mal, mais ça va pas assez loin. » Et ils savent qu'il va chuter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le cornu va enlever les 2 jours fériés en essayant de dealer avec l'extrême droite et en pensant qu'une partie de la gauche pourrait se laisser tenter d'un vote de non-censure. Mais les 3 mêmes vont dire, voyez, on a essayé d'atténuer le discours de Bayrou, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il n'avait pas forcément les bonnes mesures. Il faut abattre les 35 heures, il faut supprimer l'AME. Ils vont revenir en s'appuyant sur le discours de peur qu'a apporté Bayrou. En même temps, je vous invite à réécouter la conférence de presse de Bayrou. Ah non. Non, mais... Je sais, je l'ai souvent entendu. Au Sénat, c'est pas le plus passionnant, je suis d'accord avec toi. Mais je vous invite à le réécouter. Parce que personne
on a trop dit ça, même nous. Je pense qu'on n'a pas été assez bon. Parce qu'il y a évidemment le discours de peur, de la dette, mais il a commencé pendant un quart d'heure à nous expliquer que la France était en faillite, que les 3 000 milliards, d'ailleurs, qui est une ineptie, 3 000 milliards de dettes qui rapportent sur une seule année de PIB, alors que la dette, en moyenne, elle est sur 8 ans. C'est comme quand vous passez, évidemment, vous, même si on ne peut pas comparer un État avec, évidemment, une famille, mais lorsque vous empruntez pour votre maison, moi j'ai emprunté 280 000 euros il y a maintenant 10 ans pour acheter ma maison. À l'époque, j'étais au SMIC, on m'aurait expliqué qu'il fallait rapporter les 280 000 euros sur une année, j'étais à un endettement de 8 000 ou 10 000%. J'aurais été stupéfait. Bref, vous voyez bien que ce n'est pas une logique. Mais il matraque ça, et il l'a accompagné d'une chose. Si vous ne nous suivez pas, alors la France va être mise sous pression du FMI et la France sera la Grèce de Tsipras. Et donc, si vous ne voulez pas de la saignée des travailleurs et des travailleuses, ça ne viendra plus du gouvernement. Ça viendra d'autorités qui nous imposeront de baisser les pensions de retraite et de bloquer les salaires. Regardez bien ce qui s'est joué ce week-end. Je n'ai pas tout vu. Je n'ai pas eu le temps de regarder la télé. Mais vous avez vu, il y a Fitch qui a dégradé la note AA- à A+. Ça y est, ça commence. Vous n'avez pas voulu de Bayrou, alors les marchés financiers vont nous attaquer. On va plus pouvoir emprunter. La dette va augmenter. Ils continuent à nous mettre sous une chape de plomb extrêmement forte. J'en finis là. Juste, puisque tu m'as posé une question, je vais y répondre maintenant. Attends. Il veut rebondir avant. Ah, tu veux rebondir? Tu parles plus que moi. Non. Ça, c'est un exploit, c'est surtout difficile. à la fête de l'humain. C'est Vas-y, vas-y. difficile. Non, je voudrais juste réinsister sur ce que tu as dit, et juste sur le discours de la peur. Et puis après, justement, il faut positiver. Mais le discours de la peur, pour le casser quand même. Bon, tu as parlé de la dette. Moi, je vais pas vous bassiner avec des chiffres, mais je vais quand même rappeler un autre chiffre. Les fameux 3 000 milliards, ils les rapportent au PIB. Mais je vais vous dire une chose, ça n'a aucun sens. Et pourquoi? Parce que vous comparez un stock, qui est de la dette, à un flux, qui est le PIB, c'est-à-dire la richesse qui est créée chaque année. En réalité, il faut comparer. Qu'est-ce que tu disais? J'ai raté. Oh, je fais les mimes. Ouais, c'est ça. Je fais les mimes. Je vais le faire avec toi. Il faut comparer un stock à un autre stock. Et l'autre stock, c'est ce qu'on appelle le patrimoine national. Le patrimoine national, c'est un peu moins de 20 000 milliards d'euros. Si vous rapportez la dette publique, la dette de la nation, au patrimoine de la nation, bah, la dette publique, c'est moins de 20% de ce patrimoine. Juste pour dire qu'il n'y a pas besoin de discours de peur. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas besoin, c'est qu'ils nous emmerdent avec leur discours de peur. Sur les agences de notation, c'est la même chose. D'abord, je vais faire 2-3 commentaires. D'abord, j'en fais trop. Non, mais Ouais. c'était une réaction, j'ai pas fini. Ouais. Non. Vas-y. Non, mais je vais dans ton sens. D'abord, je veux dire, ils l'ont créé, cette situation. Moi, ça me fait marrer. Ils passent leur temps à crier au loup, puis d'un coup, ils disent merde, il arrive. Bah oui, ça c'est sûr. Quand tu dis la France est en faillite, c'est dramatique, etc., t'as beau être à New York dans des bureaux comme Fitchley, ouais, tu finis par l'entendre. Donc en fait, cette situation, ils l'ont créée. J'ai vu que Bruno Retailleau, même du mal à prononcer son nom, hier expliquait que tout ça, c'était la faute des gauchistes. Ça me fait rire. Non, c'est ta politique depuis 2017 qui provoque cette situation. Bon. Par ailleurs, je veux dire, les agences de notation, elles ne vont pas changer votre vie, hein, elles ne vont pas changer notre vie. Il y a un moment, il faut quand même raison garder, on s'en fout. Les agences de notation, elles n'ont aucune légitimité ni aucune expertise pour porter un regard sur la politique de la France. Moi j'ai souvent une image, en voilà une autre, je ne sais pas comment tu vas la mimer celle-là. Je dis, c'est comme si on demandait à des enfants de maternelle de noter leur professeur. Bah oui, ça n'a aucun sens. Bon. Et puis, enfin, ce qui compte, c'est la politique économique qu'on met en place, c'est la trajectoire, c'est la politique sociale, c'est mettre fin à la justice, c'est redonner de la confiance, c'est définir un contrat social. Tout ça pour dire qu'il faut balayer ce discours de la peur. Pardon, voilà. T'es pas mal. Il va adhérer aux Amis de l'UMA, je crois. Je vois un stand du Parti communiste, tu peux adhérer en sortant, je crois. Ouais, j'en suis pas loin. Hein. Ça va pas t'arranger tes tuyaux. Hein.
On mène le même combat. Non mais c'est pour ça que je souhaitais débattre avec toi. On se connaît Oui. Non mais pour être tout à fait franc, on se connaît depuis un an. Ça a accroché, je pense qu'on le voit. Et on a beaucoup échangé sur nos combats communs, le combat de l'extrême droite. Donc ça m'intéressait de l'avoir avec toi en public. Maintenant, j'en viens à ta question. Ah. De tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je partage avec toi. Moi, je suis arrivé à la tête du groupe L'Humanité il y a 4 ans. Tout le monde sait nos difficultés, la restructuration, tout ça. Bon, la transformation qu'on a amorcée sur le numérique, et il le fallait, il faut le poursuivre. La collaboration qu'on a fait avec d'autres. Moi, j'ai dit, on ne s'en sortira pas tout seul en pensant que nous sommes les meilleurs, que tous les autres sont des affreux droitards ou d'extrême droite. Il y en a plein d'autres qui mènent notre combat, pas de la même façon, qui n'ont pas forcément notre parcours, notre philosophie, nos valeurs, mais avec lesquelles on partage beaucoup de choses. Et je le dis tranquillement, comme Mathieu, on n'a pas le même parcours, on n'a pas... voilà. Mais à un moment donné, la situation nous pousse à nous parler, à rencontrer et à agir ensemble. Et on ne peut pas dire que l'humanité ne déploie pas une énergie pour essayer de le faire quand tout nous oppose et que la profession, chacun veut garder son précaré. L'an dernier, quand Emmanuel Macron dissout, que le nouveau Front populaire se constitue ou se reconstitue après la NUPES, nous on décide d'interpeller l'ensemble des médias en disant on veut faire le Front populaire des médias. Un certain nombre nous disent non, et puis un certain nombre nous rejoignent. On a été à l'initiative des 2 belles soirées Place de la République. On y a mis nos moyens humains, financiers, avec d'autres. Mais nous avons contribué. Pour la 2e année consécutive, nous avons un village des médias indépendants. Nous invitons une 60aine de personnes. Et moi, je le dis à tous les autres. C'est pour ça que j'ai voulu rencontrer Mathieu, Radio Nova, Les Inrocks. Je l'ai dit à Mediapart. Je parle avec Reporters. Je parle avec toutes celles et ceux qui partagent avec nous ce combat. Et je leur dis, il faut que nous agissions ensemble. Donc, moi, je te redis, ici, mais je ne cesse de le clamer à peu près partout, je suis prêt à ce que nous fassions des choses ensemble, tout en se respectant, tout en conservant notre identité, mais à agir ensemble. Eh bien, moi aussi. Voilà. Deuxième chose, je l'ai dit... Je vais rebondir après. Ah ouais, attends, laisse-moi finir. Non mais, on va censurer le directeur de l'Humanité aux Amis de l'Humain. Non, 2 dernières choses. Pour moi, la question centrale, je l'ai dit tout à l'heure, le journal du dimanche, je sais, ça coûte 1 million d'euros, j'y travaille. J'essaie de trouver. Imaginez quand même que les lectrices et lecteurs de gauche n'ont pas de journaux le dimanche. Ni le JDD, ni la Tribune du dimanche, ni le Parisien aujourd'hui. Alors si demain ça passe à Bolloré, encore moins. Je le dis à Mathieu, et on a déjà évoqué ça dans nos réunions, je pense qu'il faut travailler ensemble à créer une chaîne d'information de gauche dans ce pays. Et la dernière fois qu'on s'est vu, je lui ai dit, moi j'ai plein d'idées, mais j'ai pas une thune. Donc, Ouais, j'ai quand même quelques idées aussi. donc on peut mettre nos idées en commun et tout le reste. on peut mettre notre trésorerie en commun aussi.
Il n'y a pas de problème. Si on ne crée pas, non mais, là, en 10 secondes, si on ne crée pas ce média de gauche qui permette que, sur par exemple l'attaque Zuckman, les 211 milliards et tous les combats, que non, toutes celles et ceux qui fuient la guerre, la misère ou l'oppression, oui, ils sont nos frères et sœurs d'humanité et que nous devons les accueillir dans la dignité et qu'ils ne sont pas tous des terroristes qui viennent manger le pain des Français. Bref, surtout ces débats d'idées. Si on n'a pas un média qui nous permette d'être au combat, alors je pense que nous ratons quelque chose et que nous sommes en faiblesse sur la bataille idéologique. Enfin, en tant que sénateur, puisque vous m'avez interpellé, moi je le dis, et je l'ai redit jeudi à l'inauguration, il y avait un parterre de camarades dans leur diversité parlementaire. La gauche, elle doit s'emparer de ce sujet. Elle passe à côté. Arrêtons tous les débats, la moelle-neu, je ne sais pas quoi. Il faut une nouvelle loi anti-concentration des médias dans ce pays. Il n'est pas possible, quelle que soit l'orientation politique, qu'un homme ou une femme, et c'est souvent des hommes, un homme seul, puisse détenir de la presse papier, de la presse radio, de la presse télévisuelle, mais aussi dans le monde de l'édition, parce que Bolloré, c'est 80% de l'édition, la distribution, l'imprimerie, bref, les points relais. Vous savez que les relais appartiennent au groupe Bolloré. C'est ça le réel. Et donc, moi, je m'étais porté plainte à l'ARCEP, parce que c'est eux qui s'occupent de la régulation des médias. J'ai dit, écoutez, l'humanité n'est toujours cachée dans les relais. C'est insupportable. Ça ne respecte pas la loi. La présidente de l'ARCEP est encore au dîner de presse. Je lui ai dit, écoutez, ça fait 2 ans que j'ai porté plainte. Je sais, la justice est longue. Mais peut-être on pourrait avoir potentiellement un avis. Elle m'a dit, on ne peut rien faire. Bref, ce n'est pas possible. Si on laisse concentrer autant de choses aux mains de quelques-uns, nous allons trépasser. Donc la gauche doit urgemment s'unir pour dire que dans la bataille politique, la bataille idéologique et médiatique est prioritaire et que oui, il faut une loi anti-concentration parce qu'en plus, c'est une chose que tu as oublié tout à l'heure. Ah, tu as fait une très belle démonstration, mais tu as oublié un truc. Non, mais je partage tout ce que tu as dit. Mais en plus, quand ils prennent un média, ils étranglent les rédactions. Parce qu'ils virent les gens, mais ils n'en rembauchent pas. Les mêmes qui sont sur Europe 1 le matin vont ensuite sur CNews le midi ou le soir. Et les mêmes deviennent chroniqueurs ou chroniqueuses dans le JDD. C'est-à-dire qu'avec leurs quelques stars fascistes et d'extrême droite, ils font la presse papier, la presse radio et la presse télévisuelle. Ça, c'est insupportable. Ça réduit évidemment la pensée et c'est d'abord une attaque contre les journalistes. Non, j'allais dire je l'ai dit. Ah ouais oui, je l'ai dit. Je t'ai pas entendu. Ouais. Pas dans les mêmes termes, moins brillant. Mais toi, tu as oublié quelque chose. Il est surpris. Ça m'arrive rarement. Hein. Ouais. Non, mais c'est qu'en fait, le domaine de la lutte, et je le dis avec gravité là, il ne s'arrête pas aux médias. En réalité, cette bataille culturelle, elle est menée sur plein de fronts différents. Je vais vous en donner 2, 3 quand même, dont un que je vis, mais quasiment tous les jours. D'abord l'édition, on n'en parle pas, mais je rappelle quand même que le groupe Bolloré contrôle le premier éditeur français, Hachette Livre, et impose à ses éditeurs, c'est-à-dire en fait à ses maisons d'édition, les auteurs, les thèmes, etc. Il y a là un premier danger, à mon sens, absolument quand on voit majeur. ce qui est devenu Fayard, si je puis me permettre, qui était quand même une maison d'excellence. Ouais, voilà, Fayard est un exemple, à mon sens, en effet extraordinaire. Le deuxième front que tu as oublié de combat, que tu as oublié de citer, je suis étonné, c'est les écoles de journalisme. Parce que tu as parlé des rédactions à juste titre. Mais bah oui, ils vont jusqu'à acheter des écoles de journalisme. Je ne sais pas si vous savez, le groupe Bolloré et ses amis milliardaires, d'ailleurs, c'est les mêmes que j'ai cités avant, on le dit peu, ont acheté
d'ailleurs une des plus anciennes écoles de journalisme au monde, qui s'appelle l'École supérieure de journalisme de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont contrôler et former dès le jeune âge, en tout cas, au moment même de la formation. Et puis, il y a un troisième combat quand même, majeur pour moi, et on l'a vu récemment, c'est tout ce qui est spectacle vivant, spectacle historique. Où là, le combat est mené de différentes façons par eux. La première, c'est leur spectacle absolument grotesque et ridicule qui célèbre la France moyenâgeuse, celle de la foi de Dieu et des rois, la France éternelle, mais qui n'est pas la nôtre. Que ce soit d'ailleurs le Puy du Fou, que ce soit Murmure de la cité à Moulins, dont d'ailleurs j'ai lu un excellent compte-rendu dans l'Humanité, très sérieusement, qui expliquait qu'au fond, il ne parlait pas de la Révolution française, et puis tout d'un coup, on voyait descendre des oriflammes nazis, sans aucune raison, avec complaisance. Tout ça est absolument effrayant. Il y a un autre festival que je peux citer, qui est Rocher Mistral, dans les Bouches-du-Rhône. La volonté, en fait, d'imposer un récit, la volonté de contrôler l'histoire de notre nation, je trouve ça parfaitement insupportable. Et j'y ajoute autre chose d'ailleurs, c'est la volonté de contrôler parfois les événements que nous organisons, le spectacle vivant que nous faisons. Moi j'ai subi, par ailleurs je suis le propriétaire de festivals de musique, et j'ai subi comme jamais j'avais subi auparavant, ce qui montre d'ailleurs la tension du moment et la violence qu'est la leur, la volonté d'imposer les choses. J'ai pour la première fois subi une tentative de censure de la programmation d'un festival. Tout ça parce que j'avais fait jouer un groupe que je revendique, qui s'appelle NICAP. Exactement. Groupe irlandais, absolument extraordinaire. Et ils voulaient s'y opposer, ils ont essayé de s'y opposer au seul motif que ce groupe défend la Palestine et la cause palestinienne. Tous les moyens ont été utilisés pour nous empêcher, essayer de nous empêcher de faire jouer ce groupe, que ce soit des moyens légaux avec le préfet de police, les actions judiciaires et l'action financière, puisque la région Île-de-France a décidé de supprimer sa subvention et d'essayer de nous prendre en otage. Nous avons absolument refusé de céder pour des raisons évidentes que je n'ai pas besoin de développer ici, mais on ne cédera jamais. Il y a une autre chose que je voudrais dire, si on a encore un peu de temps, qui est la suivante. Ouais. Il nous reste un bon quart d'heure, donc okay. Vous pouvez continuer. Oui, on va continuer, parce que un mot sur la gauche et l'union de la gauche. Moi je voudrais insister là-dessus. Tu as parlé des médias, très bien, et ce que tu fais est remarquable. Je le dis, je le pense. Et la volonté de coordonner, d'unifier, et le combat que vous menez, il est pour moi absolument essentiel. Mais il est tout aussi essentiel et indispensable que la gauche s'unissent. Moi, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que la gauche, elle est diverse, elle est plurielle, elle l'a toujours été. Il y a des sensibilités différentes, que ce soit des sociodémocrates, progressistes, on les appelle comme on veut, jusqu'à LFI, en passant par les communistes, les écologistes, les socialistes, enfin toutes les sensibilités, féministes et autres, toutes les sensibilités. Et ma conviction profonde, c'est que la gauche ne gagnera que si elle est unie. Et elle est unie quand elle gagne. Je ne vais pas revenir sur 81, 97, etc. Mais je dis juste, je sais que ce n'est pas forcément... J'ai hâte de t'entendre sur le sujet. Mais moi, je dis qu'on doit être capable de se regrouper sur une plateforme commune, un projet commun, un projet de société. On a les mêmes valeurs, les mêmes combats. Et quand on échange, on se retrouve. On ne se connaissait pas. Tu as raison de dire, on n'a pas le même parcours, quoique, mais on n'a pas le même parcours. Je suis venu te voir, tu es venu me voir, on s'est vu, on s'est dit oulala. Et en fait, on est proches sur tout. Non, mais on pense la même chose sur quasiment tout. Enfin, je ne sais pas, tu confirmeras. Mais... Et donc, voilà, il est temps d'aller à l'union. C'est la seule façon. J'ai pas vu la grimace que tu as faite. Oui, on va voir. Ah, peut-être pas sur tout non plus, mais il y a la musique. Ouais. Non, je plaisante. Mais non, mais pour être sérieux, la seule façon, j'insiste, de faire barrage au Rassemblement national et à tout ce qu'il représente,
qui est à l'opposé de nous, c'est de s'unir. S'unir dans les médias et s'unir dans le combat politique. Fabien, pour rebondir sur ça, ça n'a rien à voir avec les médias, mais quand même, je rebondis sur ce que vient de dire Mathieu. Bon, j'étais scotché aux Amis de l'Humain toute la journée hier, mais j'ai eu quand même mes échos sur la fête. Hier, dans la fête, dans beaucoup d'endroits, singulièrement à l'Agora, mais pas que, on a entendu en effet union, union, union. Ça a été la thématique politique de la fête, presque d'une certaine manière. Je pourrais applaudir moi-même. Alors moi, je te le dis, tu me mets ni en porte-à-faux, ni en difficulté. Tout le monde sait ce que je pense, puisque je le dis régulièrement et je l'écris. Et je continuerai mon combat sur cette question. En tant que directeur de l'Humanité, je veux un journal communiste qui s'adresse à toute la gauche et qui permette le rassemblement le plus large des idées, du débat démocratique sain, argumenté, à partir d'informations sourcées, vérifiées, avec une fête quasi unique au monde. Je le dis parce que hier, j'ai eu un échange. Magnifique, ouais. Avec Rafael Correa, ancien président de l'Équateur, qui m'a dit, je crois que tu connais, qui m'a dit, ça fait 15 ans que vous m'invitez, j'ai jamais eu l'occasion, je croyais voir une petite kermesse, et je tombe sur un truc... Il est arrivé sur le parking, il s'est dit, waouh. Et qui nous a félicités pour l'organisation. Je mets les pieds dans le plat. Je suis arrivé directeur. Il y avait une partie de la gauche qui venait, et une partie de la gauche qui ne venait pas. J'ai réinvité tout le monde. Les insoumis, les socialistes, les écologistes, aux côtés d'organisations trotskistes diverses et variées. J'ai été conspué, parfois hué, parfois traité de traître sur cette question. Mais plus que jamais, je continuerai ma lutte pour qu'une fois par an, chacun se retrouve ici et puisse dialoguer de façon saine. Enfin, en tant que membre du Parti communiste, militant du Parti communiste, élu du Parti communiste, dirigeant du Parti communiste, parlementaire du Parti communiste. Communiste, quoi. Communiste, quoi. Bon. Je suis comme Obélix, je suis tombé dans la marmite des petits. Mais je partage. C'est-à-dire, je n'ai pas une dystopie entre directeur de l'Humanité et ce que je suis, le citoyen engagé. Lorsque le fascisme est aux portes du pouvoir, avec l'international de tous les réactionnaires, de Trump à Meloni, d'Orban à Netanyahou, en n'oubliant pas Le Pen, Bardella ou Farage en Grande-Bretagne, que partout, les libertés publiques sont menacées, la liberté des syndicalistes, le droit de manifester, le droit de se réunir, le droit de l'association, qu'ils aiment la démocratie que quand ça va dans leur sens. Parce que quand le vote est inverse, ils ne veulent pas quitter le pouvoir, comme Bolsonaro ou Trump. Ne l'oublions pas. Surtout, nous connaissons l'histoire ici. Lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir ou le prend par la force, elle a du mal à le laisser. Mais surtout, la démocratie vacille toujours. Et il y a tout à reconstruire après. Moi, je suis communiste pour être utile. Et aujourd'hui, notre utilité, c'est d'empêcher cela coûte que coûte. Et donc, nous n'avons pas la solution seule. Nous devons obligatoirement travailler avec tous les progressistes du pays pour s'unir sur un programme ambitieux, pas pour décevoir, pas pour faire, la Hollandie de 2012 à 2017 qui nous a permis d'avoir Macron. Parce que le public de la fête,
il dit deux choses. Il dit deux choses. Unité. Oui, il faut l'unité. Mais aussi radicalité. Ne pas céder sur nos propositions et nos valeurs. Moi, je le dis tranquillement, je finis par là. Il n'y a rien à négocier avec le Cornu. Ce type était légitime comme Premier ministre, comme Bayrou et Barnier avant lui. Moi, avec le groupe, je serais dans une opposition frontale. Alors, je sais, parfois je parle fort, avec les mains, trop longtemps. Mais je le combattrai coûte que coûte. Il faut le censurer au plus vite et qu'on repasse aux urnes, qu'on s'unisse et qu'on les gagne. Voilà. Donc, dans le moment politique dans lequel on est, où il y a trois blocs, où ils ont fracturé la société, avec tout le combat idéologique qu'ils mènent, on vient longuement d'en parler. Imaginons que nous ne soyons pas unis dans les prochaines échéances. Nous allons ouvrir, nous, la porte à l'arrivée de l'extrême droite. Je le refuse. Je ne me résigne pas et jusqu'au bout, je continuerai à porter ce message des deux, unité et radicalité. Et c'est les deux qui nous permettront de gagner les élections et de faire barrage au fascisme. Vas-y Mathieu, rebondis, oui. Je t'ai répondu ? Oui, mais je vais te répondre et commenter un tout petit peu. Allez, vas-y. Puis après, il faut... Mais non, moi, enfin, j'espère ne surprendre personne en disant que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, que ce soit sur la parenthèse hollandaise de 2012-2017, qui a été une parenthèse désenchantée et qui n'était pas une présidence de gauche, que ce soit sur le Cornu, dont effectivement il n'y a rien à attendre, ça ne changera rien et ça ne durera pas. Mais en fait, je voudrais insister sur deux points, là encore. Le premier, la menace de l'extrême droite ou de la droite radicale. Je ne suis pas sûr que c'est pas ici d'ailleurs, mais tout le monde mesure les risques associés à leur arrivée au pouvoir, qui sont ceux d'une menace ou d'une dérive fasciste. On l'a vu en Hongrie avec Orban, on le voit, ou Orban, on le voit aux États-Unis avec Trump. Enfin, c'est quand même fascinant aux États-Unis de voir quand même, quoi qu'on en pense, une grande démocratie basculer aussi vite. On arrête un juge fédéral dans l'enceinte de son tribunal. Vous avez un président qui explique qu'au fond, le peuple américain soutient plutôt la notion de dictateur. Il veut réécrire l'histoire et donc il fait changer dans les musées l'histoire. Enfin, je pense au Smithsonian, bon, etc., etc. Je peux donner 50 exemples. Et donc, le danger est absolument majeur. Ces gens-là, ils ont une conception du monde et de la société qui est opposée à la nôtre. C'est une société, ce qu'ils veulent, c'est une société fermée. Vraiment d'emmurement, où on rejette l'autre, on se replie sur soi, on refuse la différence, quelle que soit la différence, qu'elle soit de tout type en fait. Donc il y a là un danger majeur. Mais je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit. C'est une image qui m'a marqué. Tu dis je suis Obélix. Alors tout le monde n'a pas eu la chance de tomber dans la potion magique petit. Mais je pense que justement on est comme un village gaulois, où il faut qu'on s'unisse et on peut résister à l'envahisseur romain. Et pour ça, il faut s'allier. Il y a Astérix, il faut aller du Barde au Poissonnier, d'Assurance-Torix à Panoramix. Enfin bon, je me souviens plus, mais voilà, c'est ça. Il faut faire front, prendre la potion magique et aller les taper, quoi. Ben voilà, tu vois. Justement, ça va être ma dernière question. Ouais. Bataille médiatique. Où est la potion magique? Bataille médiatique. On en a au bar. Ouais. Préparez l'apéro. Bataille médiatique, bataille culturelle, donc forcément bataille politique. Ah oui. Vous vous sentez seul, eu égard à ce que vous dites là? Je veux dire. C'est une question qui m'est adressée. Non. Ouais, si, non, moi, je vais à tous les deux. Ouais, à tous les deux. Est-ce que Mathieu, tu te sens seul dans ce combat? C'est une très bonne question. Hein. Mais oui, et ma question est à Fabien aussi. Ouais, je vais le laisser finir, comme ça, à tout seigneur, tout honneur. Parce que le temps presse, en effet. Parce oui, qu'en conclusion presque de ce débat, c'est le temps presse. Ouais, mais moi je vais vous répondre. Le temps presse, ouais, c'est très juste.
est-ce que je me sens seul ou est-ce que je me sentais seul? Honnêtement, franchement, oui. La réponse est oui. Mais jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la rencontre avec Fabien, avec vous, je me sens moins seul. Je me sens seul parce que, en tant que propriétaire de médias de gauche, engagé, je subis une pression comme tu l'as subie. Mais de chaque instant, il faut comprendre, économique, financière, politique. Enfin, tu as cité Jaurès, je vais citer Zola, c'est l'argent, quoi. On a en face de nous un espèce de mur. Et c'est vrai que parfois, j'ai eu des moments de solitude quand on est face à la région ou face à... Voilà, et donc le fait d'être là avec vous, parmi vous, bah ouais, je me sens moins seul. Et ensemble, on sera invincible. Voilà ce que je pense. Tu t'attendais à être acclamé? Ah oui, c'est ça. Je regarde quelque chose. Non, mais je le dis assez tranquillement. Je pense qu'il y a encore quelques années, cette rencontre ne se serait pas faite. Elle ne se serait pas faite dans ce climat. Et je pense que l'accueil du public serait différent. C'est vrai. Donc, c'est bien que le temps politique a changé. Et moi, je me félicite qu'on ait ce dialogue et cet échange. Maintenant, je nous invite à l'action. C'est ça. On discute, on débat. Non, mais je dis ça parce que Mathieu, pour la première fois, a fait une tribune dans l'Humanité. Oui, je vous remercie de l'avoir publié, d'ailleurs. Non, mais ouais, en plus, ça fait partie du combat commun. Vous êtes parmi les rares, le seul, d'ailleurs, à l'avoir accepté, et tu l'as prise tout de suite. Tu m'as appelé à 8h, à 8h30, on a dit d'accord. C'est exact. Non, mais c'est vrai. C'est tout à fait exact. J'allais dire 8h20, d'ailleurs. Il y a ce qu'on fait avec Radio Nova. On avait invité Guillaume et la bande lorsqu'ils ont été virés de France Inter. Parce que l'extrême droite, je ne parle pas de la direction de France Inter, mais l'extrême droite, c'est aussi la censure. C'est aussi que la culture, elle doit être au service de leur idée. Nous, on permet, comme tu le fais avec tes festivals, un lieu d'émancipation, un lieu où l'art est libéré, un lieu qui permette à chacun et chacune de se forger une opinion libre et éclairée. Et donc, chez nous, il n'y a pas de censure. Et donc, ce que tu as subi avec NICAP, on t'a apporté notre soutien. Et c'est pour ça que j'ai accepté de suite que ta tribune puisse paraître dans l'Humanité. Il y a maintenant ce qu'on fait avec Nova depuis, évidemment, 2 ans. Moi, je ne me suis jamais senti seul. Parce qu'on a un parti, parce qu'on a un journal, parce qu'on a des lectrices et des lecteurs. Je me suis parfois senti minoritaire. Ça m'arrive. Je me suis parfois senti tout petit face à la commission d'enquête, lorsque, je le rappelle, très diverse, seul communiste, la droite ultra majoritaire, lorsqu'on a invité 33 PDG, bon, je vous avoue que je ne sentais pas un soutien populaire dans la salle. Mais je savais qu'à l'extérieur, les camarades et vous étiez là. Donc c'est ça qui donnait évidemment de la force. Donc, moi, je ne me suis jamais senti seul. Ce qu'on vient de vivre à la fête de l'Humanité est extraordinaire. On va annoncer un chiffre, j'allais le donner par lapsus. Le secrétaire général qui est dans la salle m'aurait tout de suite engueulé. Mais on va annoncer un chiffre extraordinaire. Pour la première fois de notre histoire, nous avons fait porte close et affiché complet pour la première fois de notre histoire. C'est pas moi qu'il faut applaudir. C'est les équipes de la fête et la directrice de la fête, elle est où là? Sophia. Sophia, elle est là. Allez, viens là, Sophia. Là. Ah ben non, elle n'est pas là. Elle m'a dit, j'écoute le débat. Elle est partie.
C'est pas bon. Allez là, viens là, Sophia. Elle est là, elle est là. Bon, mais voilà, et bon, pour une fois, je vais me taire. Merci, on vous aime, et merci, vous êtes magnifiques. Continuons dans notre diversité à nous rassembler, à nous unir. Ensemble, on est plus forts, et à la fin, on va gagner. Et je laisse la parole à Sophia. Merci beaucoup. C'était absolument pas prévu, mais je vais vous dire quelques mots. Je voulais vous remercier toutes et tous très sincèrement pour cette magnifique édition, parce que cette fête de l'humanité, elle ne se fait pas sans les militants, sans les bâtisseurs, les bâtisseuses, mais aussi vous toutes et tous qui venez ici pour partager ces 3 jours importants, 3 jours de débat, 3 jours où l'on se déplace dans les différentes allées, dans les stands, pour pouvoir trouver des réponses aux questions que l'on se pose avec la situation politique dans laquelle l'on est, cette situation politique incertaine, instable, et où on a besoin de trouver des réponses pour avoir plus de justice sociale, plus de justice fiscale et écologique. C'est une année record, une année incroyable. Vous l'avez vu, on a annoncé hier, de manière historique, que la fête de l'humanité était complète. Donc ça, c'est aussi grâce à vous. Mais ça veut aussi dire quelque chose. Et ça veut mettre aussi en alerte tous les gouvernements et tous ces politiques d'extrême droite et de droite extrême qui tentent de nous diviser et qui tentent de prendre le pouvoir. Là, tous ensemble, on a montré qu'on était une force, que les visages de l'humanité sont présents sur cette fête, sur cette fête et sur ces 3 jours, et que rassemblés, ensemble, on peut gagner la lutte et qu'on y arrivera et qu'on les détrônera. Profitez de cette dernière journée, continuez à vous nourrir, à échanger. Merci pour toute votre bienveillance. Il y avait beaucoup de monde sur cette fête et grâce à vous, elle s'est très bien tenue. Encore merci et vive la fête de l'humanité. Merci Sophia. Je vous demande d'applaudir Mathieu Pigasse. Et Fabien Gay. Merci à vous deux pour ce moment incroyable.